Bonjour et ravi de vous retrouver. Des balles de revolver envoyées à des hommes politiques. Fin de semaine dernière, la police arrête un suspect, mais rapidement, l'homme est relâché. Depuis, il est traqué par les médias. Nous allons vous raconter les dessous de cette incroyable chasse au scoop. Happy birthday les Guignols, ils ont 20 ans, soirée spéciale sur Canal+ lundi soir. Auteurs, imitateurs, marionnettistes, nous vous ferons découvrir les coulisses de cet anniversaire. La fin d'une série culte, The L Word, s'arrête après 6 saisons. Pourquoi? Nous irons à Los Angeles pour en savoir plus. Nelson Montfort et Philippe Candeloro, le couple télévisuel inégalable, pressenti pour animer Interville cet été sur France 3. Alors, info ou intox, ils seront en exclusivité sur le plateau de Plus Clair. Mais pour commencer, l'élection de Miss France, à nouveau contestée. Sur notre plateau la semaine dernière, le rédacteur en chef de Télé 2 Semaines révélait que le vote du public ne servait à rien. C'est dans Télénovela, préparé par Raphaël Baillot, Vincent Dupuis et Christian Desplaces. Les dernières nouvelles de la télé, c'est dans Télénovela, avec cette semaine, pour commencer, la suite de la guerre des Miss. Bonjour. Vous savez quoi? Madame de Fontenay, elle est fatiguée. Oh, Vraiment fatiguée. je crois que je serais tranquille que dans ma tombe, hein. Franchement. La raison de ce coup de fatigue passager, la révélation de Rémi Pernolet sur le plateau de Plus Clair la semaine dernière. Le rédacteur en chef de Télé 2 Semaines dénonçait le fait que Chloé Morteau, Miss France 2009, n'avait obtenu que 40 000 votes du public contre 86 000 à Miss Pays de Loire. Il n'y a pas de tricherie ni quoi que ce soit de possible. Elle a été élue normalement, régulièrement. Une élection que Télé 2 Semaines ne remet pas en cause. Le vote du public qui s'effectue par téléphone ne compte qu'à 50% dans la décision finale. Le reste des voix appartient au jury. Les appels surtaxés rapportent 300 000 €, d'où une impression pour le public d'être légèrement floué. Et ça, Geneviève veut bien le comprendre. Les téléspectateurs, c'est quand même eux qui font l'émission, quand même. Ils votent, ils payent et tout. Donc ce serait la pire des bêtises de ne pas tenir compte de leurs sentiments. Cette semaine, dans Le Parisien, Yves Bigot, directeur général adjoint d'Endemol, qui produit l'émission, annonçait que le système des votes évoluerait. Et Geneviève, elle est super pour. Ah ben on est obligé de changer. On est obligé. Non. Il m'a dit on va revoir le système de vote. Il n'y a pas à dire, en ce moment, Julien Courbet est dans une mauvaise passe. Mercredi, le Canard enchaîné révélait que l'inspection du travail mène une enquête sur l'animateur de la défunte émission Service Maximum sur France 2. En cause, cette rubrique, intitulée Tous pour un, où des bénévoles mettent la main à la pâte pour venir en aide à une famille arnaquée par un entrepreneur mal intentionné. Le problème, c'est qu'un téléspectateur, désamianteur de profession, a failli s'étrangler en voyant l'émission. Des bénévoles en train de transporter des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. Nous avons retrouvé ce téléspectateur et l'avons interrogé par téléphone. J'ai été choqué. C'est tout. Alors on ne peut pas se permettre à la télévision de montrer des images comme ça. Comme il se trouve que par ailleurs j'appartiens à un syndicat professionnel, j'ai à ce titre adressé à l'inspection du travail un courrier pour demander l'avis de cette administration. Des accusations prises très au sérieux par l'inspection du travail qui a entendu la semaine dernière Julien Courbet. Pour Maître Michel, son avocat et ancien chroniqueur de Service Maximum, la responsabilité de l'animateur n'est pas en cause. S'il y avait de l'amiante, et on ne le saura jamais, il aurait donc fallu que M. Julien Courbet, avant chaque enregistrement, vienne à Lille, à Marseille, à Nancy, à Ajaccio, pour voir si effectivement il y avait un problème particulier et s'il fallait donner des instructions à son salarié. Et ça, c'est difficile. Reste que le Code du travail prévoit que l'employeur doit assurer la sécurité de toutes les personnes présentes sur son chantier, y compris les bénévoles. Affaire à suivre, donc. Souvenez-vous, il y a 15 jours, Paris Match publiait ses photos de Ségolène Royal. Immédiatement, son avocat, Maître Mignard, promettait d'attaquer l'hebdomadaire. Chose promise, chose due. Mardi, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, Maître Mignard, l'avocat de Ségolène Royal, retrouvait Maître Depersin, l'avocat de Paris Match, et réclamait 50 000 € de dommages et intérêts. Après avoir développé leurs arguments devant les juges, les avocats des deux parties sont venus s'exprimer ensemble devant les caméras de Plus Clair. Moi, je pense que le judiciaire devient maintenant un outil de communication. D'accord. Maître Mignard, l'avocat de Ségolène Royal, ça l'intéresse moyen donc les arguments de sa consoeur. Pour notre part, on demande des réparations d'un dommage très grave subi par Ségolène Royal, puisque c'est une atteinte
son droit à l'image, une atteinte à Alors remarquez, l'inverse est aussi vrai. Maître de Persin n'a pas l'air super concerné non plus. Il faut dire que tous les deux connaissent déjà le verdict qui sera rendu le 20 mars et qui devrait condamner Paris Match. La seule incertitude, c'est le montant des dommages et intérêts. Ces hommes ont un point commun. Ils sont animateurs sur le service public. Pourtant, samedi soir, ils n'ont pas hésité à se tirer dans les pattes. Laurent Ruquier, animateur sur France 2, recevait Patrick Poivre d'Arvor, animateur sur France 5, pour la sortie de son nouveau livre. Et puis voici des fleurs, mes poèmes préférés d'hier à aujourd'hui. L'occasion d'organiser un qui est qui des poètes célèbres. Et PPDA a eu plutôt du mal. Ah bah là c'est Villon. Non. Marot. Non. Patrick, il en connaissait aucun. Et en plus, quand il savait presque, Nolo et Zemmour, il répondait plus vite que lui. Ah, ça c'est Ronsard. Ronsard. Bravo Éric Zemmour. Non, ça c'est Alfred. Lamartine, non? Lamartine. Alors, au bout d'un moment, on a même cru qu'il avait essayé de tricher en cherchant les réponses dans son propre livre. Mais ça n'a pas mieux marché. D'où la honte. Saint-Jean-de-Perse, non? Saint-Jean-de-Perse. Bravo Nolo. De son côté, pour Jean-Luc Delarue, animateur sur France 2, c'était pire. Dans les années bonheur, sur France 2 toujours, Patrick Sébastien avait invité un copain à lui, qui imitait le présentateur de Ça se discute. En direct ce soir avec Jean-Luc Delarue, mesdames, messieurs, bonsoir, merci, ça se discute, bien évidemment. Et qui a rien fait que de se moquer de lui. Je ne vois pas pourquoi vous me posez la question. Oh, mais je n'avais pas vu Isabelle Morizet. Bonsoir Isabelle. Est-ce que je peux porter vos globes, Isabelle? Jean-Luc, vous avez dit que... Non, j'avais pas remarqué, il y a beaucoup de femmes ce soir dans le public. Oui. Bonsoir mesdames, est-ce que vous pouvez me mettre à poil? Non, Jean-Luc, c'est ça. Franchement, samedi dernier sur France Télévisions, bonjour la solidarité. Voilà, Telenovela, c'est fini pour aujourd'hui, mais gardez les yeux ouverts. Des balles de revolver envoyées à des hommes politiques. Un suspect arrêté puis relâché 36 heures plus tard. Aujourd'hui, cet homme est libre. Mais sur place, à Montpellier, il est encore traqué par les médias. Jean-Luc Thomas, de iTélé, est le seul journaliste à avoir obtenu son interview télé. Il va nous raconter comment il a obtenu ce scoop. Jean-Luc Thomas, bonjour. Bonjour Charlotte. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Plus Clair. Vous êtes le seul, pour le moment, à avoir fait parler face caméra cet homme qui a donc été suspecté un temps d'avoir envoyé des balles à des personnalités politiques. C'était vendredi, il y a une semaine, sur l'antenne d'ITélé. On va regarder un extrait, on en parle après. D'accord. Je suis resté vraiment pantois de l'arrivée des forces de l'ordre. J'ai pas compris. Par contre, je suis tout le temps resté calme et serein parce que dès leur arrivée, ils m'ont très vite informé du chef d'inculpation et que partant de là, n'ayant rien à voir avec cette histoire, je veux dire, j'étais vraiment calme, serein, tranquille. Et je me dis, si la police fait son boulot comme elle le fait, il n'y a pas de souci. Cette interview, beaucoup de journalistes voulaient l'avoir, voulaient l'obtenir. Comment vous, Jean-Luc Thomas, vous avez fait pour l'obtenir? Alors c'est vrai que beaucoup voulaient l'avoir. On a commencé dès le vendredi matin à 8h. C'est-à-dire le moment où il a été relâché. Voilà, c'est ça. Et donc on a appelé son avocate. Et là, on a eu finalement un petit peu de chance, mais il faut aussi compter avec la chance dans ce métier. On l'a eu de suite, et elle nous a accordé une interview que l'on a diffusée dès 10h sur iTélé. Et ensuite, elle rentrait dans le bureau d'un juge d'instruction. Donc pendant 2 ou 3 heures, elle était complètement injoignable. Et donc les autres médias n'ont pas pu la voir. Donc nous, on a tout le temps eu cette avance tout au long de la journée. Mais cet homme, pourquoi il a décidé de vous parler à vous, Jean-Luc Thomas? Disons qu'à 18h, l'avocate est en direct sur iTélé. Et donc ça se passe très bien. Elle était contente de l'interview. Je dis à l'avocate, maintenant on appelle votre client. Elle me dit, allez, on le fait. Donc elle l'appelle, elle me le passe, elle me donne 30 secondes pour pouvoir lui parler, et ensuite on se retrouve sur un parking au nord de Montpellier. Et là, il a fallu discuter 1h30 avec lui, pour le mettre en confiance, et ensuite pour le rassurer, pour lui expliquer la façon dont on travaillait, de la façon dont je travaillais. Et ça a été important parce que dès sa sortie, il a eu des montagnes d'appels de l'ensemble des médias, et certains l'ont quasiment harcelé. On va regarder comment ça s'est passé sur place à Montpellier. On va d'ailleurs vous voir en images. C'est un reportage de Laetitia Crepin. On regarde.
Alors qu'il était en garde à vue, la presse locale a publié le nom et la photo de l'homme suspecté d'avoir envoyé les lettres de menaces et les balles. À sa sortie, tous les journalistes ont tenté de l'interviewer. En radio, c'est France Bleu Héros qui a décroché son témoignage. J'ai le nom de cet homme puisqu'il a été diffusé dans la presse, c'est l'ironie de l'affaire. Du coup, je le cherche dans les pages blanches, les pages jaunes, c'est tout simple. Puis vers midi, il décroche. C'est la radio, donc c'est plus simple au téléphone, il arrive à nous parler, à se confier plus facilement. Je lui demande si je peux enregistrer et il est d'accord. Dans l'heure qui suit, l'interview est diffusée sur France Inter et France Info. L'homme parle déjà de la pression médiatique. Je découvre la presse, je découvre ma photo, sur certaines presses également, mon identité qui est citée. C'est pas très gentil, quoi. C'est un petit peu délicat. Mercredi, nous sommes allés à Montpellier pour savoir si la traque médiatique se poursuivait. Nous avons rendez-vous avec Jean-Luc Thomas, le seul journaliste à avoir rencontré l'ex-suspect. Il nous emmène au domicile de cet homme, l'appelle pour qu'on le rencontre, mais son téléphone est sur messagerie. Vous êtes plusieurs à avoir son numéro de téléphone ? Non, je suis le seul à avoir son numéro de portable. J'imagine qu'on vous l'a demandé, que confrères... Ah bah oui, tout le monde. Vous savez, le samedi matin, il y a eu une tonne de confrères qui m'ont appelé, soit pour avoir les coordonnées, soit pour racheter les images. D'ailleurs, l'homme n'accepterait plus aucune interview depuis le week-end dernier. À Montpellier, plusieurs journalistes nous l'ont affirmé, comme la correspondante de Libération qui devait justement le rencontrer le dimanche. Dimanche matin, donc comme convenu, je l'ai appelé, on devait préciser le lieu et l'heure de rendez-vous. Et là, il m'a dit, en fait, désolé, j'attendais votre appel, mais je n'accepte plus d'interview. Et j'ai appris qu'il avait donné une interview à Paris Match le samedi matin et que, plus ou moins, on lui avait demandé l'exclusivité. Voilà. Cette information nous a été confirmée ensuite par l'avocate de l'ex-suspect que nous avons rencontré à son cabinet. C'est une interview qui a été donnée sans rémunération, je le précise. Donc de toute façon, même s'il avait signé avec une exclusivité, elle ne pourrait pas lui être opposée. Mais ça n'est pas le cas. Et l'exclusivité, ça a été quand même évoqué oralement ? Oralement, apparemment, c'est ce que j'ai compris, mais j'étais pas présente. Alors que nous quittons le bureau de Maître Péchevis, coup de théâtre, elle nous révèle qu'elle a reçu le matin même une lettre du Corbeau qu'elle a confiée à la police. L'avocate accepte de nous en montrer une photocopie. Je précise tout de suite, c'est pas du tout une lettre de menace. C'est plus une lettre où la personne montre qu'elle est désolée que mon client était injustement placé en garde à vue. Et puis il y a ensuite toute une diatribe sur la peur. En fin de semaine, le Corbeau a envoyé 2 nouvelles lettres, l'une à Jean-Pierre Pernaut, le présentateur de TF1, et l'autre à l'Élysée. Alors, Jean-Luc Thomas, l'avocate qui reçoit mercredi elle-même une lettre du Corbeau, s'emballe, mais avec des excuses, où le Corbeau s'excuse d'avoir fait du tort à cet homme qu'on a suspecté, ça devient rocambolesque, cette histoire. C'est vrai que c'est un petit peu rocambolesque, mais en fait, je crois que ce fameux Corbeau veut montrer peut-être qu'il est encore là et bien présent, et veut peut-être aussi vraiment innocenter une personne. En tout cas, la lettre de mercredi a, semble-t-il, été authentifiée par les policiers. Les mêmes fautes. Il y avait un expéditeur derrière fictif comme à chaque fois. Donc, a priori, ça semble juste. Son avocate porte des accusations, l'avocate de cet homme porte des accusations graves contre les journalistes. Elle dit carrément que s'il a été arrêté, c'est précisément parce que des journalistes étaient sur ses traces. Est-ce que vous confirmez cette version des faits? Est-ce que vous pouvez nous raconter? C'est simple. Il y a eu une fuite, a priori, de la DNAT vers la Direction nationale de l'antiterrorisme. Donc au niveau national? Au niveau national, a priori vers TF1. Une équipe de TF1 Paris est descendue sur Montpellier, une autre a été en planque devant l'hôtel de police, et puis dans la rue il a fallu essayer de trouver cette personne, donc ils ont commencé à frapper aux portes apparemment, et puis ça passe pas inaperçu, ça s'est su, d'autres médias sont arrivés, des radios, des journaux, d'autres télés, et à 9h ou 9h30 le matin, il y avait tous les médias de France qui étaient présents. Et donc les policiers, voyant ça, se sont dit il faut intervenir. On va écouter à ce sujet justement Bruno Bartocchetti. Il est responsable de l'UNSA Police Languedoc-Roussillon, c'est le syndicat majoritaire de la police, et vous allez l'entendre, il est très remonté. Forcément, en ayant une telle pression, en ayant des journalistes sur place, à la limite presque, ça nous oblige à travailler encore plus vite pour éviter même un drame.
On est dans la surenchère de l'information, c'est celui qui veut arriver le plus vite, et c'est à ce moment-là où on peut se mettre en danger. On met en danger le suspect et on peut recueillir justement des informations qui sont erronées. Dangereux pour tout le monde, dit Bruno Bartocchetti. Vous partagez ce sentiment, Jean-Luc Thomas ? C'est vrai qu'on ne savait pas ce que l'on pouvait trouver. Donc, à un moment donné, l'information n'oblige pas à courir des risques qui peuvent être considérables. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Luc Thomas, d'être venu nous raconter donc votre travail sur le terrain sur cette affaire et les rapports donc entre cet homme et les médias. C'était important de le dire. Merci beaucoup, Jean-Luc Thomas, d'avoir accepté l'invitation de Plus Clair. Et je vous propose de regarder ensemble le zapping de la semaine. Retour sur le plateau de Plus Clair, The L Word, Elle comme lesbienne. La série sur la vie d'une bande de copines homo fait un carton depuis 6 saisons aux États-Unis et pourtant, L Word s'arrête définitivement. Pourquoi ? Explication dans Mediaplanète, c'est avec Christophe Beaugrand et c'est préparé par Adrien Roard. Bienvenue dans Mediaplanète, toute l'actu internationale des médias en moins de 6 minutes. Mais oui, c'est génial, je suis bien d'accord, c'est parti. Et on commence avec la série culte The L Word. Le tout dernier épisode a été diffusé dimanche dernier sur la chaîne câblée américaine Showtime. L Word, c'est cette série qui raconte les aventures d'une brochette de bombes lesbiennes qui s'aiment et se déchirent à Los Angeles. When we have sex, I don't close my eyes and imagine someone else naked in the shower. Fuck you. 6 saisons de succès, des fans hystériques, mais alors pourquoi arrêter une série qui plaît autant au public comme à la critique ? On va poser la question à Didier Alouche, le correspondant de Canal+ à Hollywood. Alors j'enfile mes lunettes de soleil pour aller rejoindre LA. Didier, bonjour. Salut Christophe. Alors toutes les stars de la série se sont réunies pour fêter la fin de L Word à Hollywood, un tapis rouge très chic et glossy. Mais Didier, les fans, y compris en France, sont toujours très inquiets. Alors est-ce que c'est vraiment terminé L Word ? Non, c'est pas tout à fait fini. Il y a un spin-off, c'est-à-dire une série inspirée d'eux. Parce que je vais pas trop vous en révéler, mais à la fin de la 6e saison, l'un des personnages va en prison. Et la série qui est inspirée de L Word se passe en prison avec ce personnage-là. Ça devrait démarrer normalement en septembre prochain sur Showtime. Et Eileen Shaken, la créatrice de la série, nous a avoué en exclusivité qu'il pourrait se passer quelque chose sur les écrans de cinéma. Écoutez, Eileen. Nous avons très envie de faire le film L Word. On en discute. J'ai juste besoin de temps pour élaborer quelle pourrait être l'histoire. Alors là, c'est un scoop que vous nous donnez, Didier, hein ? Eh ben oui, je l'avais gardé juste pour vous. Non, moi je suis un peu triste que L Word s'arrête, c'était vraiment une série vachement bien. Et puis les filles étaient super jolies. Merci Didier Alouche. En tout cas, je peux vous dire que la chaîne Showtime est ravie de l'audience de cet ultime épisode, avec pas loin de 800 000 fidèles, un record pour L Word et un excellent score pour cette petite chaîne câblée. C'est donc très bon signe pour la suite. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni sont à la une de toute la presse mexicaine. Mais pour cette visite officielle au Mexique, le président français se serait sûrement passé d'une telle médiatisation, car les journalistes ne sont pas tendres. La plupart des quotidiens, El Mañana, El Universal ou Milenio, reprochent à Nicolas Sarkozy de vouloir intervenir dans l'affaire Florence Cassé, cette Française condamnée à 60 ans de prison au Mexique. Alors les caricaturistes se lâchent, on voit ici Nicolas Sarkozy tenter de séduire la justice mexicaine. Dans le quotidien La Jornada, ce dessinateur se moque du dispositif de sécurité autour du couple présidentiel. Tous les touristes ont été obligés de quitter les pyramides. Si vous voulez prendre des photos de Carla Bruni, on en vend à la sortie. Mais heureusement pour Nicolas Sarkozy, la touche de glamour Carla occupe aussi beaucoup la presse. Elle est en photo partout et notamment en une de ce quotidien El Diario de Yucatan. Carla Bruni captivante. C'est l'heure du flash, toutes les infos qui viennent de nous parvenir dans Mediaplanète. Immense couverture médiatique pour la chanteuse Rihanna. La star a été frappée par son compagnon, le rappeur Chris Brown. Alors, outre les couvertures de magazine People, Rihanna s'est aussi retrouvée au centre du talk show d'Oprah Winfrey. La reine de la télé américaine lui a apporté son soutien et carrément mise en garde en direct. Regardez. Love doesn't hurt, and if a man hits you once, he will hit you again. That's right. He will hit you again. Direction l'Allemagne à présent. Vous connaissez le bobsleigh, vous savez ce que c'est qu'un wok. Eh bien, chaque année, la chaîne de télévision allemande ProSieben organise une immense course de wok. Hat die Gegenbande bekommen und jetzt droht sich doch noch zu drehen. Jawohl!
In der Kurve 10 dreht sich komplett und muss jetzt das Labyrinth verkehrt herumfahren. Des people locaux, chanteurs, animateurs, comédiens se prêtent à l'exercice. Je précise qu'ils disposent de louches pour freiner, bien sûr. Et c'est un carton, 3 millions de téléspectateurs en moyenne. Siegfried et Roy sont de retour, les deux magiciens de Las Vegas, des superstars aux États-Unis il y a quelques années. Ils faisaient partie des 10 personnalités les plus riches d'Amérique, au coude à coude avec Spielberg, jusqu'à ce terrible accident. Roy s'était fait violemment manger le visage par l'un des tigres blancs qui lui servait de partenaire pour ses tours. 6 ans après, il raconte enfin son calvaire dans 20 sur 20, l'émission de reportage d'ABC, et il n'est même pas rancunier. Were you ever for a moment even afraid or less at ease? No. That didn't change at all? No, they're literally like your own kids. What are you going to be able to do a year from now that you can't do today? Go dancing again. Visiblement, Siegfried et Roy avaient manqué au public américain. Leur tragique histoire a attiré 6 millions de téléspectateurs vendredi dernier, plaçant ABC en tête des audiences, toutes chaînes confondues. Et ça fait 1 an et demi que ça n'était pas arrivé à la chaîne. Et on termine notre Mediaplanète au Japon avec une recette de cuisine. Si vous aimez les sushis, voici le sushi Obama, réalisé par un grand chef japonais, Kawazumi. Tous les médias nippons ont relayé l'info et depuis, son resto, forcément, il affiche complet. Vous conviendrez que c'est de très bon goût. Les ingrédients pour réaliser le sushi Obama sont des crevettes pour la bouche, de la pâte de poisson pour les dents, du riz pour la peau, des graines de sésame pour les cheveux, du sel et du poivre du moulin. Alors on pense à adapter l'idée pour les hommes politiques français. Que diriez-vous d'un sushi Ségolène ou un sushi Sarkozy? Ou encore un maki au brie? Non? Allez, à la semaine prochaine dans Mediaplanète. Et bon appétit bien sûr. Et j'ai vraiment hâte de les découvrir et de les goûter, vos sushis, Christophe. Les chroniques de Stéphane Guillon sur France Inter auraient déclenché la colère du président de la République. Stéphane Guillon a répondu à Nicolas Sarkozy à plusieurs reprises sur l'antenne. Alors l'humoriste va-t-il trop loin? L'analyse de nos experts médias s'est préparée par Jean-Thomas Roux. J'ai une liberté de ton totale sur cette antenne, totale. Son écriture répond à un besoin du public de plus en plus fort d'entendre une parole un peu plus transgressive, un peu plus critique, un peu plus méchante à l'égard des mœurs du pouvoir. La Guadeloupe attendra. C'est une phrase d'Yves Gégaud, ça, la Guadeloupe attendra. Qui peut dire, est-ce qu'il y a un niveau limite où on va trop loin ou pas dans ce genre d'exercice? Quand il se moque de DSK en disant qu'il faut mettre une autre caméra sous le bureau, quand il se moque de Martine Aubry, certes c'est le physique. Il paraît que le fait de l'avoir appelé petit pot à tabac dans une de mes chroniques l'a blessé. C'est un humoriste et il est exactement dans son rôle de poil à gratter du pouvoir. Il y a un buzz sur Internet. Sa chronique sur DSK est visionnée plus de 450 000 fois. C'est un record, contre 70 000 en moyenne. Bref, il sent qu'il a une carte à jouer et peut-être un destin à la Coluche ou à la Leluron à jouer sur 4-5 ans s'il devient le premier opposant du président. Nous, les humoristes, on pense pas forcément à mal, mais il suffit que quelqu'un nous y pousse et c'est fichu. Pour lui, ce qui lui arrive en ce moment, c'est comme être à l'Académie française pour un écrivain. Il est au panthéon des artistes comiques humoristes. Il gêne le pouvoir. Quitte peut-être à savoir, peut-être inconsciemment, qu'il est à la fin peut-être de sa carrière sur Inter, que sa chronique est peut-être en train de vivre ces derniers jours. Et il y a une phrase qui résume assez bien son esprit. Il dit à un moment que ça fait du bien de tout dire. Ah, c'est bon, hein? C'est bon de pouvoir tout dire. Il y a bien sûr les chroniques de Stéphane Guillon qui ont pu agresser ou blesser DSK. Burritos, c'est aussi un surnom à Dominique. Los Pinos, Burritos, Bariba. Et puis il y a un problème plus politique, le renouvellement du patron de Radio France, Jean-Paul Cluzel, qui est entré dans le collimateur de l'Élysée bien avant que Stéphane Guillon ne commence à irriter le château. Rachida Dati peut mettre une robe de soirée. Jean-Paul Cluzel, le président de Radio France, un déguisement de catcheur. Cluzel, à travers l'histoire absolument guignolesque de sa photo assez gonflée pour un calendrier de l'association Act Up où il pose en catcheur mexicain, tatoué et bodybuildé et qui a fait dire à Sarkozy que ce type était fou. On peut même imaginer l'inverse. Rachida en catcheuse et Cluzel en robe de soirée.
Non, moi, j'ai pas le sentiment qu'ils mettent en danger Cluzel. Je pense que la personnalité de Cluzel fait qu'il est déjà un petit peu en danger, parce que c'est un personnage iconoclaste, qu'on range pas dans une case. Si ça se trouve, c'est Cluzel, le père de la petite Zora Dati. Que ça se termine bien ou mal pour lui à France Inter, il faut jamais l'exclure. Moi, je pense que ça se terminera quand même bien pour lui. Il y a des radios privées qui se feront un plaisir de le débaucher et de lui laisser libre antenne ailleurs. Ah, ça fait du bien, ce sentiment de liberté retrouvé, hein? Thank you. Voilà, le mandat du PDG de Radio France expire en mai. C'est le président de la République qui doit le reconduire ou lui choisir un successeur. Le PDG de Radio France, Jean-Paul Cluzel, devrait rencontrer très prochainement Nicolas Sarkozy. Lundi, les Guignols auront 20 ans. Soirée spéciale de 4 heures sur Canal+, coulisses, best-of, tout sur les marionnettes les plus célèbres du PAF. Mais qui se cache derrière les Guignols? Séquence culte et secret de fabrication avec Vincent Dupuis. Lundi soir, les Guignols fêtent leurs 20 ans. Et pour l'occasion, Canal+ organise une soirée événement. Il était une fois des Guignols. Plus Clair est allé à la rencontre de ceux qui font les Guignols, avec pour commencer les auteurs actuels, Julien Hervé et Lionel Dutemple. On a revisionné les DVD des années jusqu'à aujourd'hui. Sur 20 ans, il se passe des choses. Première révélation, il se passe des choses en 20 ans. C'est vraiment 20 ans d'histoire de France vue par les marionnettes. 20 ans d'histoire politique, comme ici Édouard Balladur, candidat à la présidentielle 95, et Jacques Chirac qui se sent un peu trahi. Ça me pique. 20 ans de télé aussi, avec des stars du petit écran. Bonsoir, c'est Patrick Sabatier. Je vous retrouve tous les mois pour une nouvelle émission sur TF1, Pognon. Et parfois presque une longueur d'avance sur les programmes à venir. Tentation, Martine, 24 ans, blonde, directrice de communication dans une multinationale en faillite. Elle sera seule sur une île paradisiaque, coupée du monde. Face à elle, 8 violeurs, répartis en 2 équipes, tout juste sortis de prison spécialement pour l'émission. Et au quotidien, pour traduire les délires des auteurs, il faut mettre tout ça en latex. Rendez-vous à la Plaine Saint-Denis avec les marionnettistes. Chaque guignol est piloté par 2 manipulateurs. Un s'occupe des mains, l'autre s'occupe du visage. François et Stéphane font partie du canal historique. C'est eux qui, depuis 20 ans, sont dans PPD. C'est une belle tranche de vie, ouais, c'est sûr. Et c'est énormément de souvenirs. Voilà. Donc, oui, c'est beau, évidemment. Ouais. C'est rare de fêter 20 ans d'une émission en direct en plus. Et leur plus beau souvenir, c'est l'émission spéciale consacrée à l'élection de Jacques Chirac en 1995. Tout le monde sur le plateau avait une énergie folle, une envie. On vivait une première quasi mondiale de marionnettes qui donne les résultats d'une présidentielle en direct. Et depuis 20 ans, c'est bien sûr Yves Lecoq, entouré d'autres imitateurs qui prêtent leur voix aux Guignols. Alors tout le monde en France se pose la même question. Que fait Nicolas Sarkozy en tournée dans le Golfe? Qu'est-ce que vous croyez, je bosse? Oui. Et pour lui, les meilleurs souvenirs, ce sont les plus mauvais. Ce qui me reste, c'est plutôt les loupés, c'est-à-dire que le jour où je me suis aperçu qu'il me manquait une page en direct, ou bien où je me suis trompé de voix en direct, c'est-à-dire j'ai interverti 2 voix. Enfin bon, ça c'est des choses qui font marrer, qui donnent des sueurs à la régie, et puis à moi aussi, parce que quand je m'aperçois de ça, je suis paniqué. Mais en fait, c'est vrai que ça, c'est des moments qui nous permettent de dire qu'on est sur une corde raide en permanence, et que finalement, elle casse assez peu souvent. La campagne est encore longue, il faut raison garder, tête froide conservée, et sa bouche point trop n'ouvrir. Voilà, pile poil. En régie et sur le plateau, c'est Yves Le Roland, le producteur, qui met tout ça en musique. Ça c'est très drôle, plus c'est dessin animé, mieux ça sera. Claude Berry est mort, Bilou, tu vois, fais-le comme s'il faisait un peu un hommage, quoi. Ouais. Porte-le plus un tout petit peu, quoi. Je vois mal un hommage de Danny Boone. Claude Berry est mort, Bilout. Craven est mort, Bilout. Depardieu est mort, hein? Désolé. Ce qui est aussi excitant, qui permet de tenir, c'est que c'est du direct, et que c'est tous les jours, c'est un spectacle. Et certaines répliques sont même devenues cultes. Du cul. Dieu soit loué. Tous les jours, on monte un spectacle différent, on n'a pas le temps de se lasser. Et puis comme on se marre bien, on rigole bien, ça fait tenir. Mais alors quel sera le menu de cette grande soirée événement? Que nous ont réservé les Guignols? C'est maintenant, vous allez tout savoir. Un immense doc de près de 4 heures. Qui va retracer l'histoire de l'humanité vue par les Guignols, plus des interviews des personnages qui ont participé à ces événements, mais toujours des interviews marionnettes.
Voici en exclusivité un petit aperçu de ce qui vous attend, avec ici Jacques Chirac et Jean-Louis Debré, commentant l'actualité à leur façon. On voit le décompte. 3, 2, 1... À l'époque, j'étais président de la République. J'avais d'importants dossiers à gérer au niveau français et mondial. Non, restez, c'est pour nous, là. Attends, ça fait une demi-heure qu'on parle sans manger. Vous êtes dingue ou quoi? C'est coupé. Fin de la prise, le réalisateur donne ses consignes. Soulagé. Attends, avancez plus vite. Non, c'est pour nous, là. On y va direct. Voilà. Pas de moi. Et au final, lundi soir, vous verrez ça. À l'époque, j'étais président de la République. J'avais d'importants dossiers à gérer au niveau français et mondial. Non, restez, c'est pour nous, là. Attends, ça fait une demi-heure qu'on parle sans manger. Vous êtes dingue ou quoi? Rendez-vous donc lundi, 20h30 sur Canal+, pour 4 heures de Guignol et dès 19h50 pour un JT spécial avec à la place des marionnettes, les originaux. Seront-ils les nouveaux animateurs d'Interville cet été sur France 3? Sur France Télévisions, ils forment le duo de choc de commentateurs du patinage artistique. Alors Interville, Info ou Intox? Nelson Montfort et Philippe Candeloro sont aujourd'hui sur le plateau de Plus Clair pour nous répondre. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Philippe Candeloro. Et bonjour Nelson Montfort. Bonjour Charlotte. Bienvenue sur le plateau de Plus Clair. Alors on va pas y aller par quatre chemins. Oui ou non, allez-vous présenter Interville cet été sur France 3? Oui, alors, et avec beaucoup de plaisir. En principe, oui, parce que comme moi je pars du principe, tant que le contrat n'est pas signé... Surtout pour Philippe, le contrat ça veut dire quelque chose. Mais c'est vrai que moi j'ai accepté la proposition parce que voilà, Interville, c'est une belle émission, j'ai grandi avec aussi. Et puis, alors si on m'avait dit un jour que je la co-animerais ou je la présenterais, ou je m'amuserais à l'intérieur. Avec Nelson Montfort. Avec Nelson Montfort, voilà. Alors, l'audience avait baissé la saison dernière. On n'avait pas dépassé les 3 millions de téléspectateurs. L'émission était même menacée d'après France. Pas mal. C'était bien, c'était bien, mais c'était une petite déception pour France 3. Est-ce que du coup, effectivement, quand la chaîne vous en a parlé, elle vous a parlé de ça, de ce besoin de renouvellement? Ouais, nous avons comme objectif 30 millions. Voilà. Tu vas fort. Minimum. C'est-à-dire que moi, je suis dans un autre délire. C'est-à-dire, je viens peut-être plus pour m'amuser que de faire attention à l'audimat, parce que mon objectif, alors l'objectif de la chaîne, c'est effectivement peut-être soit de changer le concept et puis de faire plus d'audimat. Moi, c'est peut-être de mettre un pied dans ce genre d'émission, d'animation, de co-animation, puisque en plus ma carrière de sportive va bientôt se terminer. Oui, mais vous êtes populaire, donc ça, vous participez au coup de fouet que la chaîne veut aussi donner. En tout cas, ce qu'on fait sur le patinage, effectivement, ça fonctionne. Et je pense qu'effectivement, la chaîne et la production a pensé que ça pourrait peut-être soit donner plus de convivialité et d'être beaucoup plus proche des gens, des gens qui vont participer au jeu. Ouais. Donc forcément, si on est plus proche à l'intérieur du jeu, on sera aussi plus proche à l'extérieur, à travers la télévision. Alors, on a entendu parler d'un seul lieu de tournage, Narbonne. Est-ce que c'est vrai? Ça fait partie des hypothèses. Ouais. Un seul site Narbonne et des tournages pas en direct, ce serait, on le sait, pour réduire les coûts. C'est ça qui est en discussion actuellement. De toute façon, je ne vous apprends rien. C'est un peu logique aussi en ce moment avec, comme on dit, la crise qu'il faut tous passer. Je pense que moi-même, si j'étais producteur, c'est peut-être la première chose que j'aurais fait, c'est effectivement un seul lieu pour tourner les 8 ou 9 émissions en une semaine, voire 10 jours. Et puis je pense que tout le monde serait dans un rythme beaucoup plus punchy. Et je crois que c'est comme ça peut-être que l'émission va se tourner. Faisons quelle que soit la décision prise en ce qui concerne soit effectivement de l'enregistrer, soit de le faire en direct, le rythme de l'émission sera le même. Et là, je pense que vous pouvez nous faire, j'espère, confiance. Alors vous, à la présentation, donc à la place de Julien Lepers et Tex, et alors Nathalie Simon, alors, elle reste ? Alors là aussi, c'est encore, il y a encore quelques points d'interrogation concernant le casting définitif. Alors, en tout cas, c'est une fille que j'apprécie beaucoup. On a une vraie complicité. Donc, quel que soit le choix si le choix de la production se portait sur Nathalie, j'en serais vraiment très heureux. Ça veut dire qu'elle pourrait ne pas rester ? Non, Charlotte, franchement, je ne suis pas ici pour faire un secret, etc. À 7 heures, nous l'ignorons. C'est un point d'interrogation aujourd'hui. Il y aura très certainement une présence féminine dans l'émission. Et DJ Corti, alors ? Il reste ? Moi, j'en ai pas entendu parler. Philippe, ma foi, si DJ Corti est plus là, mais que les danseuses restent, moi, ça m'irait bien. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Vous, du moment que les danseuses, les pom-pom girls sont là, ça vous va ?
C'est la première candélorette de la journée, ça, Charlotte. Il fallait attendre. L'émission, je pense qu'il y en aura beaucoup. Je pense que vous avez vu vous-même Texte et Julien Lepers très près des danseuses et vous vous êtes dit, je veux faire exactement la même chose. C'est ça que je veux faire. Surtout que l'année dernière, on est allé faire une spéciale au mois de juin à Poitiers, au Futuroscope. Ouais. Et effectivement, on a vu les danseuses de près. C'est vrai que ça déménage. Maintenant, je pense que le souhait de la production, c'est de rendre plus convivial. Toi qui les as vus de près, moi. T'étais pas très loin de moi. Si t'avais besoin de renfort, toujours à l'arrière-plan. Je pense que la production comme la chaîne, je crois qu'elle veut un peu plus de convivialité, comme on l'avait peut-être à l'époque avec Zitrone et Guilux, quoi. Vous, en tout cas, Philippe, quand on vous invite, en général dans les émissions quand on fait appel à vous pour des émissions de télévision, c'est pour faire le show sur les plateaux télé. C'était encore le cas samedi soir pour le grand quiz du cerveau. C'était présenté par Benjamin Castaldi. Le cerveau qui a besoin de partir en vacances. On va vous entendre et vous voir dans ce grand quiz du cerveau. C'était sur TF1, présenté par Benjamin Castaldi et Carole Rousseau. On regarde. Les chiffres, moi, ça me connaît. Hein. Ah oui, il paraît. Ah ouais, surtout le 69, mais là, il n'y était pas. Oui, mais ça gratte après, ça pique. Ça dépend de la taille de la cacahuète. Hein. Les femmes ont parfaitement bien répondu, donc excusez-moi. Carole, ça c'est normal, quand il n'y a rien à comprendre, elles répondent toujours bien. Vous vous faites siffler encore aujourd'hui par Nelson. Oui, non mais c'est normal, il y a 25 nanas en face de nous et puis il y a 25 mecs derrière nous. Donc tous les mecs applaudissent et toutes les nanas, elles sifflent. Je n'avais pas vu cette séquence-là. C'est arrangé au nombre des nombreuses candélorettes, mais celle-là est assez belle. Oui, voilà, c'est tellement célèbre qu'on appelle ça des candélorettes. Moi, je vous voyais rire pendant l'extrait. Ça vous fait toujours rire, ce genre d'humour ? Bah là, ça le concerne pas, donc c'est tranquille. Il s'en remet pas. Non, parce que oui, Philippe, c'est la joie de vivre incarnée dont je parlais à l'instant, et là, on vient d'en avoir la preuve. Alors, on l'a vu juste avant de vous recevoir sur ce plateau, c'est les 20 ans des Guignols, et vous allez le voir, les Guignols vous ont particulièrement soigné. Regardez cet extrait en avant-première. Je me souviens très bien de Nancy Kerrigan. I remember very well West Side Story. Bah, il lui a mis un coup dans les genoux. Et moi, c'est pas là que je lui aurais mis un coup, hein. Hop là, en pleine forme. Oula, Philippe, vous êtes pas dopé au moins? Ah ouais, oula, non. De toute façon, je trouve qu'on en fait trop avec le dopage. On n'a pas besoin de se droguer pour avoir un corps de rêve. Vous dites dans Téléstar que vous aimez pas trop votre marionnette. Qu'est-ce qui vous... j'ai dit ça, moi. Ouais, Non, vous avez dit ça. Elle vous dérange, cette physiquement, marionnette des Guignols? Physiquement, c'est pas réellement ma marionnette, puisque je crois qu'elle a servi à quelqu'un d'autre avant. On l'a recyclée. On l'a recyclée. Ah mon Dieu. Juste qu'elle est pas très ressemblante physiquement, vous voulez dire. Voilà. Après, être dans les Guignols, moi j'ai toujours pensé que c'était mieux d'y être que de pas y être. En fait, c'est une certaine reconnaissance d'être dans les Guignols. Et ça vous agace pas quand ils vous font passer un peu pour un idiot? Ça vous a jamais blessé? C'était il y a 10 ans, ça. Moi, j'ai confiance en moi, je sais qui je suis, j'ai bien les pieds sur terre, mais ça peut pas me déstabiliser. Sauf que les gens, il faut qu'ils s'imaginent que c'est une émission de divertissement et pas une émission de vérité quand on regarde les Guignols. Bien sûr, c'est de la caricature. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la différence. Et vous, Nelson Montfort, vous la trouvez comment, votre je n'ai aucun problème. De toute façon, moi, j'ai toujours été un grand adepte de la dérision, ou de l'autodérision, si vous préférez. Ouais. En plus, depuis que j'ai rencontré Nicolas Canteloup, donc mon imitateur des Guignols, et également assez fréquemment le matin, voilà, sur Europe 1, on a une vraie entente amicale et tout. Alors, j'ai vraiment aucun problème. Et en plus, encore une fois, l'autodérision est quelque chose qui me ressemble et je n'ai aucun problème avec ça, aucun. Le commentaire de patinage, c'est pas fini. Non, c'est la semaine prochaine. Bientôt, là, le 22, le 23. Le 23, voilà. La semaine prochaine pour les... Jusqu'au 29. Voilà. À Los Angeles pour les championnats du monde, exactement. On ira voir les nanas en maillot de bain rouge. Oui, voilà. À Los Angeles et en VO, évidemment, avec Nelson Montfort. Tu sais, là, les Baywatch Girls avec les gros tétés comme ça. Non, je ne sais pas. J'avoue, je ne sais pas, mais bon. Je vous souhaite un bon voyage, en tout cas. Visiblement, c'est bien parti. Merci, en tout cas, d'être venu. Vous avez un maillot de bain rouge? Non, pas dans ma garde-robe. J'ai pas encore tourné dans Alerte à Malibu. Merci. Parce que moi, je me vois bien dans David Hasselhoff. Mais vous avez peut-être lancé votre carrière à Los Angeles, qui sait? Peut-être. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de Plus Clair. Nous annoncer donc que vous présenterez bien
en duo cet été sur France 3, Interville. Et ce sera un bonheur. Et ce sera un bonheur. Merci beaucoup. Avec plaisir. À tous les deux. Des personnalités installées dans des cases, des questions et des blagues. Ça vous rappelle quelque chose? L'Académie des Neufs revient, mais version 2009. Ça s'appelle La Porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est à partir du 6 avril sur France 4 avec aux commandes Cyril Hanouna. Quand on lui a dit que Miss France 2009 et Dominique Farrugia y participaient, notre envoyé très spécial Raphaël Bayo s'est précipité. Bonjour à tous, je suis au studio de la Plaine Saint-Denis pour l'enregistrement du nouveau jeu de France 4, La Porte ouverte à toutes les fenêtres avec Cyril Hanouna. Le concept est simple, des people dans des cases aident des candidats à gagner une voiture. Mais au fait, ça ne vous rappelle rien ça? Mais oui, la bonne vieille Académie des Neufs d'Antenne 2 diffusée tous les midis dans les années 80. L'Académie des Neufs avec Marthe Mercadier, avec aussi Jacques Chazot. Sans oublier Micheline Dax. Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux enfants, aujourd'hui mercredi. Alors Cyril Hanouna succédera-t-il dignement à Jean-Pierre Foucault? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Première étape, j'ai rendez-vous dans la super loge de Cyril Hanouna. J'ai la plus belle loge depuis que je fais de la télé. Non mais Par contre, vous avez plus de voix. Exactement, alors regardez là, ouais, ça arrête pas, la Strepsil, Lumex là. Est-ce que ça met une pression particulière de succéder à votre ami Jean-Pierre Foucault sur ce jeu? C'est vrai que c'est pas tout à fait l'Académie des Neufs qu'on fait nous, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc c'est vrai que je suis entouré de people qui sont derrière des fenêtres. Oui. Bon, pour moi, Jean-Pierre, c'est un petit peu mon grand frère dans le métier. Et c'est vrai qu'ils se connaissent bien, ces deux-là. Ils animent ensemble le jeu La Bonne Touche sur RTL. Du coup, Cyril connaît déjà le secret de la puissance de Jean-Pierre Foucault. C'est la mèche. C'est la mèche. Je commence à avoir un début de mèche. Même moi, avec mes cheveux tunisiens, c'est le seul truc que je suis arrivé à copier de Jean-Pierre Foucault. Dans les loges, j'essaye d'en savoir un peu plus sur la succession Foucault-Hanouna, mais pas de bol avec Miss France 2009, une des people participantes. Est-ce que vous connaissez, vous, l'Académie des Neufs, qui est l'émission de laquelle s'inspire cette émission-là? Pas du tout. C'est une émission qui a été présentée par Jean-Pierre Foucault dans les années 80, quoi. Je suis bien 89. 89, tout ça ne nous rajeunit pas. Du coup, je descends en plateau et j'arrive même à m'incruster à l'intérieur des fameuses cases. Cartouche, le danseur humoriste, se souvient bien de l'Académie des Neufs. Vous pensez que Cyril Hanouna est à la hauteur pour prendre la relève de Jean-Pierre Foucault? Non, c'est pour ça qu'on est là. Hein. Ouais. Cyril a aucune chance, aucun talent. Il est là vraiment par piston et couchage. Et dans la loge d'à côté, je tombe sur un autre humoriste, Jean-Luc Lemoyne. Est-ce que vous avez un souvenir précis de l'Académie des Neufs? Oui, c'est que à chaque fois que je regardais l'Académie des Neufs, je voyais les gens qui étaient dans les cases, je disais mais c'est qui celui-là? Et il fait quoi dans la vie à part ça? Et maintenant c'est vous, c'est-à-dire que les gens se disent ça de vous. Exactement, je me rends compte que maintenant je suis devenu un mec dans une case. Mais pas le temps de s'apitoyer, Jean-Luc. Cyril Hanouna est arrivé pour le début des enregistrements. Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver dans la porte ouverte Et là, je comprends bien vite la différence avec l'Académie des Neufs. Sur Antenne 2, les questions, c'était quand même un peu plus sérieux. Le navigateur, Olivier Moussy. Ah, il navigue? Oui. Ah bon. Occupé la une des journaux le 17 novembre dernier. Mais qu'avait-il fait? Top chrono 30 Mais il était tombé malade, mon pauvre ami. Bonne réponse, Micheline. Chez Cyril Hanouna, rien à voir, les questions sont plus délirantes. Qu'a fait l'inspecteur d'Eric seulement 10 fois au cours des 291 épisodes de la série? Il a ressouri. Non, il a ri. Écoutez autour de vous. Écoutez autour de vous. Il a sorti son arme. Quoi? Il a sorti son arme. Vous l'avez compris, ce jeu, c'est avant tout pour rigoler. France 4 me le confirme avec Bruno Gaston, le directeur des programmes. Malgré un titre tarabiscoté, La Porte ouverte à toutes les fenêtres est un jeu qu'on peut comprendre tout de suite. Et puis derrière... Vous n'êtes pas en train de me dire que c'est un jeu débile? Non, même si j'ai un certain goût pour les jeux débiles, comme tout le monde. Et derrière tant de franches déconnades se cache Dominique Farrugia, un des producteurs du programme. Alors ok, France 4 c'est la TNT, mais quand même. Le jeu passera à 18h50, un carrefour de la mort qui tue niveau concurrence. Vous allez être en face du Grand Journal, des JT, de Plus belle la vie, c'est quand même assez rude comme challenge. Ouais, mais bon, il faut bien être à un endroit. Ouais. Hein? Faut bien avoir une case. Et exactement. On va pas se plaindre. Au fait, une question me taraude. La télé de maintenant qui copie la télé d'avant. Ça manque pas un peu de créativité, tout ça? S'il n'y avait pas eu l'Académie des Neufs, il n'y aurait pas La Porte ouverte à toutes les fenêtres. Bon, l'analogie est vraiment très large et très vague, mais je pense qu'on a besoin de racines et que la télévision elle est faite de racines aussi. Reste à savoir si Jean-Pierre Foucault appréciera la performance de son successeur. Le jeu commence le 6 avril. Allez, à la semaine prochaine. Voilà, et Cyril Hanouna est pressenti pour présenter l'Eurovision sur France 3 au printemps avec, plus surprenant, Julien Courbet. Plus clair, c'est fini. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur canalplus.fr. À samedi prochain, c'est à 12h40. C'est en clair. Très bon week-end. Bye bye.